Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une information qui est sortie il y a une semaine. Je vous l'accorde, c'est long, mais j'attendais le week-end tout simplement pour avoir le temps de préparer l'analyse. On a le brouillon, on est prêt à décortiquer ce joueur français de Bundesliga qui est associé au PSG. Mais avant d'en parler, bien sûr, faisons un point sur la situation à ce poste au PSG parce que quand tu penses au mercato, intuitivement arrive le débat du milieu de terrain, éternel débat, l'attaque qui a des airs d'EHPAD sans Kylian Mbappé qui devrait probablement partir, et puis le poste de gardien, là où il y a beaucoup trop de joueurs sous contrat. Au poste de latéral, tu sais que tu as toutes tes cartes en main, c'est pas sur le mercato qu'il faut changer, mais évidemment au niveau de la tactique, le système à 3. Au poste de gardien, Donnarumma a fait une bourde, tu peux le remettre en cause, mais dans tous les cas, tu l'as recruté sur un contrat long terme et c'est un jeune joueur. Tu peux pas tout bouleverser tout simplement. La question se pose au niveau du numéro 2. Au milieu de terrain, là, il y a tout à construire. En attaque, c'est sensible. Et en défense centrale, je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer ce chantier en fait. Parce que pour moi, il faut aussi changer quelque chose ici. Alors est-ce que c'est d'un point de vue tactique? Est-ce qu'il faut recruter quelqu'un qui va venir changer la face de cette équipe? Tu l'as en fait, ce joueur qui change la face de ton équipe. C'est Sergio Ramos. Problème, il a joué 5 matchs en quasi 9 mois sous contrat au club. Il a coûté 28 000 euros par minute jouée au PSG. Et ce qui est le plus frustrant, c'est pas le fait qu'il connaisse mieux les infirmières du camp des loges que ses coéquipiers, mais c'est bien évidemment le fait qu'à chaque fois où il a joué, il a changé la face de cette équipe. Techniquement excellent, les renversements de jeu, toujours très propre. Et puis, en fait, c'est même pas une analyse. T'as même pas besoin de rentrer dans la tactique et tout ça pour te rendre compte, c'est visuel. Tout le monde se rend compte que ce garçon, il est au-dessus, quoi. Il fait partie des meilleurs défenseurs de l'histoire, et même à 45 ans, tu le ressentiras lorsqu'il sera sur un terrain. Encore faut-il qu'il y soit. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème pour quelqu'un qui coûte 12 millions au club. On rappelle que oui, en net, son salaire, c'est 6 millions d'euros, mais ça fait quelques 11-12 millions qui sont lâchés par le club. Nous, on n'en a rien à foutre de ce qui arrive sur son compte bancaire. Ce qui nous importe, c'est ce que le club dépense, bien sûr, avant les impôts. Donc ça fait 11-12 millions. Ça fait quand même cher, voilà. Je rappelle, bien sûr, éternellement, la déclaration de Leonardo au mois d'octobre quand il disait « Nous, on savait, vous tombez dans le jeu des médias espagnols qui veulent vous faire croire qu'il est terminé, que le corps ne répond plus. Vous verrez par vous-même, dans le futur, il va revenir en force. » On a vu. Là, on a constaté, il reste une dizaine de matchs. Peut-être qu'il va revenir, mais ça sert à rien. Voilà, déjà, il y a le constat qui est là. Et puis, pour cet été, est-ce qu'une rupture de contrat peut s'envisager? Au début, il y avait des informations pas très fiables qui annonçaient que Sergio Ramos voulait partir de lui-même. Elles ont été démenties par des sources assez fiables, environnement PSG, des médias français, qui ont par contre indiqué que le PSG n'a pas donné encore de position définitive. On ne sait pas ce que veut faire le PSG avec son joueur. Et il y a Fabrice Hawkins qui nous a annoncé que tout simplement, il sera poussé vers la sortie. Son contrat se termine en 2023. S'il y a bien un club qui pourrait éventuellement prendre en charge son salaire et surtout l'incertitude qu'il entraîne, c'est une destination exotique, quoi. Les pays du Golfe ou la MLS. Est-ce que le joueur en veut? Est-ce qu'il n'a pas envie quand même de sortir par la grande porte, au moins en réussissant une double confrontation en Ligue des Champions? Tu vois ce que je veux dire? Je pense quand même que ça reste un compétiteur, et puis surtout que vis-à-vis du PSG quand même. Rappelons qu'on lui a fait confiance, avec les supporters. Je crois que son seul match au Parc des Princes, si je dis pas de bêtises, c'est quand il marque, hein. Je crois qu'il en a joué qu'un seul. Les supporters l'applaudissaient, l'acclamaient et tout ça. Et pourtant, ça faisait 7 mois qu'on l'attendait indéfiniment. Voilà, c'est assez exceptionnel. Personnellement, je suis pas contre une rupture de contrat à l'amiable. Voilà, si on réussit à trouver un terrain d'entente, libérons-le, parce que c'est clairement un flop énorme, tout simplement. Et j'y crois plus en fait. Le corps ne répond plus. Là, il n'y a pas besoin d'être médecin pour le voir. Le garçon, il a beau revenir à chaque fois, il se blesse à l'entraînement, il se blesse par l'enchaînement des matchs. Et j'aimerais quand même... Alors, on peut pas lui en vouloir parce que c'est un grand professionnel. C'est vrai que tu peux pas mettre en cause son investissement. Ça, bravo à lui, mais on n'en voit pas le fruit. Donc nous, à un moment donné, on regarde le terrain, hein, on regarde pas ce qu'il fait tous les jours sur les tapis du camp des loges. Et de l'autre côté, évidemment, j'aimerais mettre en cause Pochettino. Dans le sens où au mois de novembre, je rappelle qu'il lui fait jouer 90 minutes d'un coup comme ça face à Saint-Etienne. Une équipe qui en plus a été intense, a marqué un but et s'est créé des occasions. Donc a sollicité Sergio Ramos du début à la fin. C'est pas comme ça que tu fais revenir un joueur, peu importe son statut. Et on sait très bien ce qui s'est passé en interne. Il a forcé et le staff s'est tout simplement incliné devant lui. Voilà, c'est très simple. Donc ça, évidemment, je pense que ça aurait pu être un tournant si tu avais mieux géré au niveau du staff. Après, sinon, ça relève de la médecine, hein, donc on ne peut pas trop discuter. Bref,
Kimpembe fait une saison qui est quand même très moyenne, hein, si ce n'est mauvaise. On rappelle son mois de septembre qui est catastrophique. Bien sûr, rentre en compte les soucis personnels, on ne rentre pas là-dedans. Mais dans tous les cas, nous, on est des observateurs. Encore une fois, on regarde que le terrain. Contre Madrid, alors c'est vrai que le danger vient du côté droit. C'est plus Hakimi, Marquinhos qui prennent vraiment l'eau. C'est pour ça que Nuno Mendes s'en tire bien. C'est pour ça que Kimpembe est un petit peu mieux que les autres. Mais dans tous les cas, il sombre bien. Le mec, il sait pas où il est, quoi. Il sait pas du tout où il est. Il y a des sauts de concentration qui sont, mais on les compte même plus en fait en Ligue des Champions. Même si c'est pas le premier à critiquer sur ce match. Bref, dans tous les cas, je vous posais la question un petit peu plus tôt la semaine dernière, si 60 millions d'euros arrivaient sur la table, parce qu'en plus, il y a eu des informations qui allaient en ce sens à l'automne. On l'a prolongé comme ça du jour au lendemain. Enfin, c'était une prolongation surprise. Je crois que c'était à l'été 2019 ou 2020. Oui, c'était 2020, je crois, avant le Final 8. Jusqu'en 2024. Donc il lui reste 2 ans de contrat. C'était peut-être un petit message envoyé par rapport au centre de formation, la réserve et tout ça. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il y a eu des informations au mois d'octobre qui disaient que s'il y a une bonne offre, s'il y a un bon club qui se présente pour Kimpembe, il réfléchira, quoi. Marquinhos, alors lui, la situation contractuelle, elle est plus évidemment sur une prolongation. Selon le journal et l'équipe, ça bloque sur le salaire. Il voudrait une revalorisation. Alors évidemment, quand tu regardes la grille des salaires actuels, tu te dis que ok, sur sa régularité sur ces dernières années, c'est normal qu'il demande ça. Mais de l'autre côté, les mecs qui sont devant lui, c'est justement des fraudes. C'est justement des mecs qui sont surpayés. Donc ne tombons pas dans ce piège. Et puis de l'autre côté, à l'instant T, c'est vrai que ça tombe mal parce qu'il sort quand même de 2 matchs absolument catastrophiques contre le Real Madrid et contre Monaco. Bref, dans tous les cas, selon Fabrizio Romano, le salaire n'est pas un problème. C'est plus la durée, à savoir 2026 ou 2027. Dans tous les cas, il devrait prolonger. Il veut et va rester à Paris, selon les dires du grand Fabrizio Romano. Pour moi, avec Marquinhos, il y a quand même quelque chose à revoir au niveau du rôle. Alors, c'est peut-être pas du ressort de Marquinhos, je pense que c'est plus au niveau de la complémentarité avec Kimpembe. Il y a beaucoup de gens qui peinent à l'entendre. Personnellement, c'est ce que je pense, et je dis à tous ces gens-là que sans Keylor Navas la saison dernière et sans les 2 gardiens cette saison, leur vision serait totalement opposée. Parce que croyez-moi, Keylor Navas leur a sauvé le cul, mais à de nombreuses reprises. La gestion de la profondeur était mauvaise la saison dernière. Là, c'est plus la gestion des centres, en fait. Le timing au niveau du marquage individuel en 1 contre 1, dans les airs, c'est très compliqué. Kimpembe apparaît un petit peu neuneux. Parfois, il sort de l'alignement au mauvais moment pour faire un petit peu n'importe quoi, sans incidence, si ce n'est évidemment déséquilibrer tout le monde. En plus, tout ça est aggravé parce que derrière, tes milieux de terrain sont incapables de venir compenser et les autres défenseurs n'ont pas vraiment d'intelligence situationnelle. Marquinhos, pareil. En 1 contre 1, tu lui mets un bon attaquant d'1m90 qui est bien large. Il saute, hein. Il a beau être agressif, explosif et tout ça. Et pour moi, Marquinhos, je n'en démords pas. Pour moi, Marquinhos, sa première qualité, c'est pas la lecture du jeu. C'est pas la gestion de la profondeur. C'est pas le placement, l'intelligence situationnelle et tout ça. Mais c'est vraiment le volume de jeu. Pour moi, Marquinhos, pour maximiser ses qualités et ses caractéristiques, il faut qu'il court. Il faut qu'il soit dans ce rôle de contre-presseur. Alors, au milieu de terrain, voilà, je le dis très clairement, ou alors dans un système à 3, dans un rôle de défenseur central dans l'axe, qui monte au milieu, en phase de contre-pressing, sans ballon pour mettre de la densité, en fonction de l'adversaire bien sûr, et avec ballon pour relancer, parce que techniquement il est bon. Voilà, les ballons pieds en rupture, il arrive à se connecter avec Mbappé aujourd'hui. Bon, la saison prochaine, il aura peut-être plus grand monde avec qui se connecter, mais il sera toujours là. Voilà. Donc pour moi, il faut quand même changer quelque chose. Ce duo Kimpembe-Marquinhos, en 1 an et demi, ne m'a vraiment pas convaincu. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il faut recruter? Est-ce qu'il faut en mettre un des deux sur le banc? Est-ce qu'il faut faire monter Marquinhos au milieu pour faire... Ou alors un système à 3, hein. Voilà, tu recrutes quelqu'un et tu fais un système à 3. En fait, on en revient à la case départ de l'été dernier. Parce que tu as recruté Sergio Ramos entre-temps, tu pensais que tu allais mettre en place le système à 3. Le mec n'a jamais été dispo, tu l'as jamais mis en place. Et aujourd'hui, du coup, retour à la case départ. Bref, pour pallier à une possible départ, parce que de l'autre côté, t'as Kehrer, qui a quand même fait des bonnes performances. Donc si tu veux faire des liquidités, je trouve que Kehrer, ça peut le faire. Et t'as Abdou Diallo. Lui, ça pourrait être sa volonté. On sait très bien qu'il a envie de jouer, qu'au PSG, ces derniers temps, sa situation est difficilement compréhensible. Il joue assez peu. Et on n'a surtout pas envie de le voir au poste de latéral gauche. Il est gaucher, comme Kimpembe, comme El Shaddai Bichabu, comme le joueur qu'on va analyser. Ça retenait bien sûr. Et bien sûr, on pourrait faire 25-30 millions d'euros sur lui, ce qui n'est pas négligeable. Bien évidemment, voilà. Dans ce cadre-là, le PSG a décidé de recruter. Il y avait des informations déjà cet hiver qui allaient dans ce sens-là. Rudiger, au mois de décembre, on s'en souvient,
De Ligt, début janvier. Et là, c'est évidemment Evan Ndika, joueur de Francfort, français, de 22 ans, qui fait 1m92. Beau bébé, bien évidemment. Et des qualités dans les airs, ça c'est indéniable. Un beau gaucher qui est français et qui est estimé à 28 millions d'euros sur Transfermarkt, sachant qu'il lui reste qu'un an de contrat, jusqu'en 2023 à Francfort. Donc pour un an de contrat, 28 millions d'euros, n'allons pas faire la même erreur qu'avec Thilo Kehrer. On rappelle qu'on avait payé 37 millions pour un an de contrat. Alors ça, c'était masterclass absolue. C'est top 2 des plus grosses masterclass d'Antero Henrique. Hein. Aujourd'hui, tu peux être nostalgique de sa faculté de vente, qui était indéniablement meilleure que celle de Leonardo, bien sûr. Mais Paredes, 50 millions d'euros, c'est surpayé. Et Kehrer, 37 millions pour un an de contrat, c'est succulent. Mais ça, c'est délicieux. C'est incroyable, cette masterclass. Bref, Ndika. Parlons-en, c'est le sujet de la vidéo. Évidemment, il est polyvalent. Il est capable de jouer à gauche dans un système à 3 défenseurs, ou alors central droit, c'est bizarre, dans un duo charnière centrale à 4. Voilà, c'est ce système qu'il connaît actuellement. Bref, il est bon dans les airs, évidemment. Il gagne 3,93 duels aériens par match, par 90 minutes jouées. C'est quand même un ratio qui est assez bon. Bien sûr, il a un bon timing, il est grand, il est dur sur l'homme, donc c'est une sécurité, bien sûr. Encore une fois, quand tu vois Marquinhos qui parfois se fait un petit peu manger, ça peut t'aider bien sûr, même si Kimpembe a ces qualités-là. Le fait qu'il soit tonique et tout ça. Dans ses interventions, il est assez propre. Évidemment, c'est un défenseur de Bundesliga. Aussi un défenseur moderne, mais un défenseur de Bundesliga. Donc, sur les transitions adverses, là, il est très bon. Il travaille tout ça. Il le répète à chaque match, en fait. Sortir de l'alignement et venir couper une contre-attaque adverse. Bien sûr, c'est comme le pressing. On y viendra plus tard. Il est assez propre. Hein. Quand il reste debout, on y reviendra après. Mais c'est quelqu'un qui doit défendre debout, surtout, et qui défend bien debout, qui arrive à bien couper les circuits de passe par une bonne anticipation, aussi une bonne réactivité. C'est pas une charrette. Il est grand. Une grandeur qui lui donne des défauts, mais pas celui-là. À savoir, évidemment, être lent et manquer de réactivité. Bref, il est bien... Alors, il y a une dimension qui est importante tactiquement. Il est bon pour sortir de l'alignement en termes de timing, pour récupérer, couper les circuits de passe, ou aller mettre la pression sur un joueur qui est justement entre tes lignes, qui ne te voit pas, et qui serait évidemment dangereux. Voilà, un bon manieur de ballon, qui se retourne tout de suite, et qui peut mettre à mal ta défense. Il est très bon pour sortir de l'alignement. Ça, c'est important parce qu'on n'a aucun central qui sait le faire. Marquinhos sait le faire, mais à moitié. Kimpembe, par contre, non, lui. Alors lui, il faut absolument pas faire ça. J'ai en tête le but contre Lyon, je crois que c'était fin septembre, le but de Paqueta. Ça part justement de Kimpembe qui suit un décrochage de Slimani, je crois, et qui du coup fait que ta défense derrière, incapable, évidemment. Lui choisit le bon timing. Et surtout, c'est quelqu'un qui se livre. C'est un défenseur de Bundesliga, je le rappelle. Donc là-dessus, il est très très bon. C'est une dimension tactique qui est quand même assez intéressante pour le PSG. À la relance, évidemment, il est bon avec son pied gauche et il maîtrise surtout les pressings adverses. Encore une fois, défenseur de Bundesliga, ça presse fort, ça presse intensément, il arrive à bien les gérer. Il a un bon jeu pour briser les lignes, pour apporter de la verticalité, chercher un coéquipier dans les intervalles, un relais entre les lignes par exemple, mais on viendra nuancer parce que déjà dans les petits espaces, son pied droit, il suffit juste de le mettre sur son pied droit, donc son mauvais pied, et là il peut paniquer, vite fait. Et aussi sur le gelon, parce qu'il ne le maîtrise pas forcément. Au PSG, tu as Paredes qui le maîtrise à merveille, Marquinhos pareil. Lui, c'est quelqu'un qui utilise plus l'intérieur du pied que le coup de pied. Les ballons pieds en rupture, il gère pas. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable de faire de bonnes passes appuyées, des passes d'école, mais pas grand-chose d'autre. Donc pas de grosse variété sur les sorties de balles et dans les relances. Même si bien sûr il est assez bon là-dessus pour casser les lignes et tout ça. Peut-être ça pourrait faire une bonne complémentarité avec Marquinhos qui lui justement a les qualités que sont les défauts de Ndika. Bref, donc il est capable évidemment de jouer avec son pied gauche. Dans le système A3, ça peut être intéressant bien sûr. Par contre, il commet des petites fautes assez inutiles, il prend beaucoup de cartons jaunes, c'est quelqu'un qui est agressif, dur sur l'homme, encore une fois c'est une qualité qui peut vite se transformer en défaut. L'intelligence de jeu n'est pas forcément très développée chez lui, voilà. C'est pas quelqu'un qui va avoir une activité sensorielle très très développée, encore une fois, il vient de Bundesliga, là-bas c'est un petit peu l'instinct, voilà, tu calcules, enfin si tu calcules, on va pas résumer ce championnat à l'instinct, mais à la différence de la Serie A, où là-bas tu calcules tout effet et geste,
Ah, en Bundesliga, bon, t'as plus de liberté, quoi. C'est un petit peu l'instinct animal. Les tacles, il maîtrise pas. Je disais qu'il était grand tout à l'heure. Bah, c'est justement un défaut. Un défenseur qui est grand, des fois, pour tacler, faut vraiment qu'il maîtrise le geste, comme de l'art. Lui, c'est pas vraiment le cas. Voilà. Des fois, quand il est au sol, c'est vraiment pas bon pour son matricule. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il défende debout et qu'il ne soit pas pris dans la profondeur. C'est une séquence que tu vois assez souvent en Ligue 1 parce que le PSG ne le maîtrise pas, mais on rappelle aussi que c'est une caractéristique du jeu en Ligue 1. Hein. Moi, je suis désolé, on résume la Ligue 1 aux défenses rugueuses, les Nicolas Palois et tout ça, mais n'oublions pas les ailiers qui font la force d'un Rennes, par exemple, qui sont Tony Truant. Voilà, c'est une caractéristique des équipes de Ligue 1. Ensuite, il est gaucher. Abdou Diallo, Kimpembe, El Shaddai Bichabu. Je trouve que ça ferait un petit peu trop de gaucher, et puis surtout, il a 22 ans, il vient de Bundesliga. J'ai un petit peu la jurisprudence Thilo Kehrer, je vous avouerai, qui me reste en tête, bien sûr. Et au regard de son profil, oui, c'est intéressant, oui, il y a une marge de progression, mais personnellement, en défense centrale, pour moi, si recrutement il y a, il faut absolument viser de la classe mondiale pour avoir un titulaire tout de suite, voilà, qui t'emmène là où il est déjà allé, à savoir les sommets de la Ligue des Champions, la grosse expérience. Bien sûr, pas trop vieux non plus, viser un petit peu plus que 22 ans, enfin, voilà, 24, 25 ans, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, en tête, on peut avoir Mathis de Ligt, on peut avoir Antonio Rudiger, mais Ndika, j'ai mis quand même quelques réserves, surtout que tu as El Shaddai Bichabu qui attend derrière. S'il y a quelqu'un de jeune avec une marge de progression sur qui miser, je préférerais me tourner vers mon centre de formation tout simplement. Voilà, pas me créer un espèce de vrai faux besoin sur le marché des transferts d'un joueur avec une marge de progression. S'il faut aller chercher sur le marché des transferts, autant chercher de la classe mondiale. Après, si tu veux miser sur un potentiel, va chercher dans ton centre de formation. Je vous l'avoue, El Shaddai Bichabu, je préfère miser sur lui, mais j'émets quand même quelques doutes au niveau des relances. On l'a vu en Youth League dernièrement. Et aussi au niveau de la réactivité, c'est quelqu'un qui est très grand. Et donc lui, par exemple, parfois, il peut avoir une charrette à traîner. Pas trop de réactivité, pas trop d'explosivité. Et puis techniquement, c'est vrai qu'il peut apporter de la verticalité, mais c'est encore juste. Après, il a que 16 ans, le garçon. Le Bayern le suit. Aujourd'hui, on est assez tranquille parce qu'il a un contrat qui est assez long pour pas être inquiété. Mais il va falloir bientôt penser, évidemment, à l'intégrer ou alors à le prêter. Pour moi, je le prêterai dès la saison prochaine et je recruterai justement de la classe mondiale en fait à ce poste-là plutôt qu'un Ndika avec qui il faudrait justement prendre du temps, être indulgent au début, hein, pas trop dur avec lui. J'ai pas envie de repartir sur un scénario comme ça. Voilà pour Ndika. Comme d'habitude, on s'en est tenu au plan de la chaîne YouTube. Une information, un joueur associé, tout savoir sur lui, le décortiquer pour développer le meilleur avis possible. Voilà, dans une dimension tactique. Bien sûr, rapproché avec le PSG. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis bienvenue à ceux qui le feront. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.